aujourd'hui on reçoit une conférencière, une jeune demoiselle qui a écrit un roman qui s'appelle La Miséreuse Insoumise. Insoumise en kabyle, tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas intéressant. L'insoumise, qui n'accepte pas d'être écrasé, d'être manipulé. Elle a raconté, c'est une romance. Il a raconté ce que vivent les femmes kabyles, algériennes en général, et kabyliennes en particulier. Cette demoiselle s'appelle Hafsa Djinadi, que je vous demanderai d'accueillir. Alors, Hafsa, je te demanderai succinctement de relater un petit peu, on laisse la parole au public, toutes les misères du monde, toutes les misères des Algériennes que les ont mentionnées ici. Les divorcés, les mamans seules, les parents qui ne sont pas là, contre les frères, la famille, la gendarmerie, la police, on trouve toutes les misères des Algériens. Et pourtant, comme je te connais, je connais ton père, tu as reçu une bonne éducation. As-tu vécu ce que tu as écrit dans ce roman? Non, c'est pas un vécu personnel, c'est pas du tout un vécu. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'avoir été présents, d'être là. Et je vous remercie surtout d'Amandine qui a organisé la conférence. Ça fait plaisir de voir des gens parmi nous et qui s'intéressent aussi à ce genre d'activité. Donc je me présente, moi c'est Hafsa Djinadi, je suis de Béjaïa d'origine, je suis en France depuis 2009. Je fais mon doctorat à la Sorbonne en littérature française. Je travaille sur la représentation du féminin et du masculin, c'est-à-dire des hommes et des femmes en Algérie, comment ils sont représentés à travers l'œuvre littéraire de Malika Moukadem. Je suis aussi, dans de ma thèse, je suis romancière, donc je suis auteur de La Miséreuse Insoumise que j'ai édité en 2013 ici en France chez Publibook et actuellement en Algérie chez les éditions Montagnard. Et je suis aussi romancière, auteur du roman Au-delà de nos rêves, où aujourd'hui c'est pas notre sujet, mais je vais juste parler brièvement. C'est un livre qui parle du parcours des étudiants algériens en France, dont mon parcours personnel. Je relate les difficultés, les projets, les rêves, c'est pour ça que je l'ai appelé Au-delà de nos rêves. On me pose souvent la question comment tu as commencé à écrire, d'où vient vraiment cette volonté d'écrire. Tout simplement, ça a commencé quand j'étais très jeune, quand j'étais adolescente, je lisais un journal qui s'appelait Les Nouvelles Confidences. C'était un hebdomadaire où on parlait de la société algérienne, il y avait des gens qui racontaient leurs histoires, on trouvait des nouvelles, des sujets débats, de la poésie. J'étais très passionnée de ce journal, il y avait une belle rubrique qui m'attirait énormément, c'était Retour d'écoute. Cette rubrique, elle traitait surtout les sujets des problèmes des gens qui envoyaient leurs messages et qui cherchaient des solutions à leurs problèmes. Je crois j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à écrire, à répondre aux gens. Et j'étais très surprise la première fois que mon retour d'écoute était publié parce que j'ai donné un conseil à une élève à l'époque qui trouvait des difficultés à se concentrer sur ses études. Donc à partir de là, j'ai commencé à donner des conseils pour d'autres personnes et à chaque 15 jours, le journal paraissait et mon article était dedans. Donc c'est là que ça a commencé. Et j'ai commencé aussi à publier des articles débats, je partageais des petites nouvelles, des petites histoires, j'écrivais aussi beaucoup de poèmes. Et là, la passion pour l'écriture est née. Malheureusement, ce journal n'existe plus depuis 2010. Même quand je suis arrivée en France, je continuais à écrire. Il y avait 2 ou 3 articles qui ont été publiés. Mais en 2010, le journal a fait faillite, donc il n'existe plus. Mais je lui rends toujours hommage parce que c'est grâce à lui que j'ai appris énormément de choses. Il m'a éduquée et il m'a beaucoup donné. Et il m'a énormément appris et surtout, il m'a donné cette passion pour l'écriture. Mon premier produit, ensuite, c'était un scénario. J'ai écrit mon scénario ACM, qui s'appelle plutôt L'Espoir.
C'est un feuilleton de 26 épisodes que mon père a réalisé en Kabyle, qui a été déjà diffusé sur la télévision, la A4. Donc ça, c'est mon tout premier produit. Après, avec le temps, j'ai constaté que l'écriture est devenue vraiment quelque chose en moi qui coule dans mon sang. Et je me suis mise à écrire partout, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les transports, que ce soit même parfois au milieu de la nuit, j'ai une inspiration, je dois réveiller pour écrire. Et même dans les cours, quand le prof parfois il expliquait, moi j'étais là, j'avais la tête ailleurs, je voulais écrire, tout simplement. Donc la plupart de tout ce que j'ai écrit, c'était dans des endroits différents. Je suis une observatrice, je regarde autour de moi, je constate, j'écris. Après, je rapporte des faits, souvent des faits véridiques, je rapporte des messages et peut-être des solutions. Parce que parfois, quand on met en avant une scène, une histoire, on peut trouver une solution à l'intérieur. Et après, j'ai décidé aussi d'écrire mon premier roman, La Miséreuse Insoumise, qui est là. J'ai rencontré le personnage principal qui s'appelle Mira dans le livre, mais j'ai dû changer le nom, surtout pour garder l'anonymat. Je l'ai rencontrée quand j'étais étudiante à l'université de Béjaïa. Cette dame venait souvent à l'agence de mon père pour jouer un rôle, parce que mon père c'était un réalisateur, et je l'ai rencontrée, elle voulait faire part de son histoire. Donc au départ on voulait faire un scénario, mais à force de l'écouter, à force d'avoir plusieurs entretiens avec elle, je me suis dit non, ça ne peut pas faire seulement une scène jouée, mais ça sera mieux aussi que ce soit un livre lu en français ou avec une autre langue. Je souhaiterais bien que ça soit traduit avec d'autres langues. Comme ça, tout le monde va être conscient de ce qui se passe et vraiment de connaître la misère et aussi des solutions et un engagement d'une femme. Donc La Miséreuse Insoumise, c'est l'histoire d'une femme parmi d'autres femmes algériennes. C'est l'histoire d'une femme qui a lutté pour rester digne avec son statut de femme divorcée. Elle a fait face à l'oppression de la société, elle a fait face à l'oppression de son entourage, donc ses parents. Elle a tout fait pour donner une meilleure éducation à son enfant, parce qu'elle avait un enfant, elle était divorcée et elle était mal considérée et mal vue dans la société. Elle s'est retrouvée sans abri, elle se retrouvait d'une maison à d'une autre jusqu'au jour où elle se retrouve dehors dans une tente, elle vit dans une tente à Berslem, à Budjaya. Donc, mais malgré ça, elle est restée digne, elle n'a jamais fléchi, et elle a lutté pour donner le meilleur pour son enfant et s'en sortir. Et cette femme, elle a connu un homme, c'est l'homme qui l'a mise dans... Mais tu racontes ce qu'il a connu. Je fais un résumé. On ne peut pas... Non, je fais un résumé. Tu ne peux pas te raconter. Non, je ne raconte pas tout, mais en fait, je mets juste en avant... D'accord. Et oui. Et cette femme, elle a connu l'amour, il était beau, il était exceptionnel à son envol, c'était l'amour, on s'aime et tout. Il était très passionnant, mais à la fin, il est devenu très hideux et très blessant, ce qui a conduit au divorce. Ce livre, il est écrit pour toutes les femmes qui désirent faire part de leurs histoires et qui cherchent à vivre librement, sans jugement, sans soumission et sans contrainte. C'est pour les femmes qui luttent pour rester dignes avec leur statut de femme divorcée. Parce qu'on est une femme divorcée, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise femme. Mais on a toujours cette étiquette, on colle souvent cette étiquette, une femme divorcée, donc c'est une proie. C'est là. Ouais. Je l'ai écrit aussi pour cette femme qui m'a permis d'écrire ce livre, parce qu'elle m'a avoué son vécu, elle me l'a raconté, c'était très touchant. Donc elle m'a donné vraiment l'occasion de restituer son histoire qui était très vibrante et très touchante et émouvante. Et elle m'a aidé aussi à comprendre et à briser certains tabous à travers ma narration. Mon message pour toutes ces femmes qui pourront s'identifier dans ce roman, je vous dis, à vous toutes les femmes, à nous toutes les femmes, vous n'êtes pas l'objet du livre, mais vous êtes le sujet. Parce que vous êtes un sujet contre le mépris, contre l'oppression, contre la soumission et contre la perfidie et l'hypocrisie. Mon roman, La Miséreuse Insoumise, quand vous le lirez, vous allez constater que j'ai utilisé le jeu. Damoud, il a dit, c'est ton histoire. J'ai dit, non, c'est pas mon histoire. Mais il y a une raison valable d'utiliser le jeu quand j'écris à la première personne du singulier, parce que cela nous permet à notre principal personnage, Mira, de s'exprimer librement et de mettre en avant ses sentiments, ses expériences et ses pensées.
à travers ma propre narration. Elle me raconte, mais c'est moi qui avais narré. Mais je prends la voix de Mira, mais je l'écris à ma manière. Et cela aussi nous permet à nous, à tous les lecteurs, de s'impliquer et de s'introduire dans la vie de Mira et qui se dévoile facilement à lui. C'est comme si on est là face à face, on se fait des confidences. Donc c'est là qu'on se sent mêlé dans l'histoire. Et en Algérie, dans plusieurs régions, on ne peut pas savoir combien de femmes qui vivent ce genre de situation, mais il y a beaucoup de femmes qui ont une histoire similaire à celle de Mira, parce que Mira, ça peut être plusieurs Mira en Algérie. Actuellement, c'est vrai, il y a une petite avancée par rapport au code de la famille, en la faveur de la femme, qui a été instauré en 2015, mais c'est un très grand pas contre l'oppression à l'égard des femmes, contre la misogynie, mais il reste encore à faire parce que tout est relatif à l'éducation. Il faut apprendre à nos enfants le respect de l'autrui. Chaque mère ou chaque père doit apprendre à sa progéniture à bien se comporter avec d'autres personnes, à effacer tous les stéréotypes et les mauvaises idées reçues sur des statuts qu'on colle aux gens. Il faut leur apprendre l'égalité entre les hommes et les femmes dès leur jeune âge, et dès leur jeune âge, au lieu de leur apprendre le contraire. Arrêtons surtout d'apprendre à nos filles que leur rôle est seulement de tenir un foyer, d'avoir des enfants, obéir à leurs hommes. Quand je dis leurs hommes, je parle du père, du frère et du mari. Arrêtons aussi de les confiner dans les rapports de soumission à l'homme, parce que ça existe encore. On est encore en 2007, mais ça existe encore où on apprend. Parce qu'on est fort. Oui, Oui, les hommes, oui, c'est ça le... Parce qu'on a toujours cette idée en fait que l'homme est plus fort que la femme doit obéir à l'homme, doit se plier, se courber les chines, alors que il faut faire tout le contraire parce qu'il faut instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut qu'on arrête de dire à nos garçons qu'ils sont des enfants rois, qu'ils ont un rôle supérieur aux femmes et qu'ils ont le droit de les tabasser, de les frapper, de les insulter. Qu'ils ont le droit sur leur mère, leur soeur, plus tard leur femme et leur... Ça, c'est l'intégrisme, hein. C'est les islamistes qui disent ça. Mais ça existe même sans que ce soit des intégristes, ça existe encore. Et je pense que vraiment, si on fouille profondément dans notre société, que ce soit algérienne, aussi on peut aller un peu plus loin dans les sociétés européennes, occidentales, un peu dans le monde, il y a toujours le harcèlement qui existe dans les rues. Récemment, j'ai lu des histoires sur Facebook, une fille qui se plaint parce qu'elle ne peut plus sortir de chez elle parce qu'elle se sent tout le temps harcelée. Habillée, bien voilée ou dévoilée, elle ressent toujours l'attaque, le harcèlement dans la rue. Donc je pense que tout ça est relatif aussi à l'éducation. Mais heureusement, il y a des parents qui sont très conscients, qui donnent une meilleure éducation à leurs enfants, qui les élèvent sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qui leur apprennent vraiment le respect et le meilleur comportement avec les autres, que ce soit avec les filles ou les garçons. Dans la majorité de mes romans, je précise aussi que j'écris toujours à la première personne du jeu. Ça exclut vraiment toute une autobiographie, parce que pour moi, c'est une meilleure façon de mettre le personnage et le lecteur en intimité et en confession, ce qui permet aussi au lecteur de s'impliquer dans l'histoire et de se sentir vivre l'événement avec le personnage principal. Et dans tous mes livres, je vais vous dire, j'ai des personnages qui vivent entre deux rives, en Algérie et en France. L'Algérie, elle est toujours présente dans les textes, comme chaque personne qui quitte son pays, que ce soit dans ses écrits poétiques, dans sa chanson, la plupart des artistes, ils mettent toujours leur propre pays natal et le pays adoptif. Donc moi, je mets l'Algérie comme étant mon pays natal et mon pays maternel, et la France se met comme une terre adoptive et accueillante. Et c'est le cas dans tous mes romans, comme je l'ai dit aussi, dans Au-delà de nos rêves, j'ai écrit ma propre histoire tout en l'assimilant à d'autres histoires, à d'autres témoignages des étudiants étrangers. Et j'ai fini aussi, je viens de terminer un roman qui s'appelle Fille de sommeil, qui traite aussi le statut de la femme entre l'Algérie et la France. Voilà pour mes écrits. Avant de finir, je voudrais juste vous dire quelque chose. Déjà, je vous remercie d'être là.
de m'avoir écouté. Et surtout, j'ai toujours un conseil que je donne, parce que pour nous, c'est très, très important pour l'éducation et tout. Je dis toujours, il faut lire et apprendre à nos enfants de lire, parce que les livres, ils nous réveillent, ils nous disent des vérités. Ils sont avec nous et non pas contre nous. Tous les livres, même n'importe quel genre de livre, ils nous accompagnent dans tout ce qu'on fait. Ils nous permettent de voyager dans des pays qu'on ne connaît pas quand on n'a pas les moyens. Ils nous permettent de rencontrer des sentiments, de connaître des sensations que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc voilà les bienfaits de la lecture. Et la lecture aussi m'a poussé à écrire. Je vous remercie pour votre Merci. Je vais te poser une petite question. Pourquoi tu n'as pas fini ton roman par une belle chose, qui est le mariage de Mira avec Hakim? Parce que Hakim, il a une grande place dans le roman, avec Mira qui a souffert, qui était divorcée avec son fils, et la a bavé, mais il y avait Hakim dans sa vie. Pourquoi il n'y a pas eu de mariage pour finir à n'importe où? Dans la postface, j'ai bien précisé qu'elle ne s'est pas mariée avec Hakim, parce que Mira a été rejetée par la famille de Hakim. Hakim, c'est le cousin de Mira. La famille a refusé leur union parce que tout simplement c'est une femme divorcée avec un enfant. Même si c'est sa cousine, mais ils ont refusé cette union et du coup il a décidé de se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'il a eu la pression de sa famille et il a dû faire sa vie ailleurs. Et elle actuellement, bon, j'ai pas de contact parce que ça fait, depuis que je suis en France, j'ai pas vraiment eu de contact avec elle, mais aux dernières nouvelles, je sais que bon, elle s'est remariée, mais ça s'est aussi mal fini. Elle vit avec son fils et son fils il s'est marié, donc voilà. Donc le roman c'était la réalité. Exactement. À vous la parole, mesdames et messieurs. Madame Benoît. Oui. Oui. Je voulais savoir comment ce roman a été accueilli en Algérie. Quel retour vous avez de la parution de votre roman et de ce qu'il en a été, enfin comment l'opinion s'en est saisie? Le livre, il est sorti en Algérie depuis le mois de juillet. Dernier, d'accord. Oui, depuis le mois de juillet 2017. Tout récent, ouais. Oui, et la distribution, elle se fait mollement, doucement, lentement, mais elle se fait quand même. J'ai eu des retours par des gens qui ont réussi à se procurer le livre, parce que par exemple, quand on va à Alger, il y a une seule librairie qui le vend, c'est le Tiers-Monde. Après, on va dans d'autres régions, 4-5 librairies, mais c'est pas très facile de l'obtenir comme ça, il faut vraiment le reprendre. Ici aussi, hein, c'était compliqué de l'obtenir. Ici en France, en fait, on le fait sur commande. C'est vous qui l'avez... Oui. Oui. D'accord, on a discuté sur on a échangé ensemble, oui. Oui. Les gens qui l'ont lu, franchement, j'ai eu un bon retour, un très bon retour. D'ailleurs, on m'attend pour faire des conférences et des rencontres, que ce soit chez moi à Béjaïa ou à Alger, à Tizi Ouzou. Donc, ça va se faire dans quelques mois. Mais le retour était très positif. Le peu que j'ai eu, pour le moment, était très positif. Madame. Oui, j'allais dire, justement, parlant du retour là, de votre livre, comment les lecteurs, c'est-à-dire, voient ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement déjà au niveau c'est-à-dire de l'égalité entre hommes et femmes? En Algérie, bon, ça commence à évoluer, comme j'ai parlé tout à l'heure de la nouvelle loi qui a été révisée en 2015. Déjà, on commence à condamner les gens qui harcèlent dans les rues, mais la femme, elle doit quand même faire le pas pour déposer plainte, pour dénoncer son harceleur. Il y a encore des femmes, elles continuent à se faire harceler. Mais je pense que ça commence vraiment à s'améliorer parce que les femmes, déjà, elles accèdent à des postes de travail très très importants. Elles sont juges, elles sont enseignantes. Déjà, c'est un moyen de lutte. Le savoir est devenu un moyen de lutte en Algérie. Donc, elles commencent vraiment à se faire respecter par leur situation professionnelle. Elles divorcent même. Pardon? Elles sont harcelées. Oui, elles continuent à être harcelées. Qu'avant-hier, j'ai lu un article. Plusieurs personnes, même les hommes sont harcelés, surtout dans les postes de haut poste, quoi.
En fait, ce qui convient surtout les gens, c'est le silence. Ils ont peur, ils ont tellement peur des représailles qu'en fait, ils préfèrent le silence. Alors qu'il faut sortir justement de ce silence, il faut dénoncer. Parce que ne pas dénoncer, être témoin de quelque chose et ne pas dénoncer, c'est être complice. Donc, on n'a pas encore cette culture, cette manière de dénoncer. On a toujours peur de ce que les autres vont dire, on a toujours peur d'être vengé par exemple, si on condamne quelqu'un et sa famille peut venir se venger aussi. Donc, mais il y a cette loi vraiment qui donne aux femmes raison, mais aux femmes aussi de se mettre à dénoncer, à travailler sur ça. Moi, je voudrais juste dire un truc, j'ai l'impression qu'on ne va pas avancer de sitôt parce que les filles, elles sont tellement soumises que même si quelqu'un va leur dire des grossièretés, ou va même les approcher, elle n'osera pas aller au commissariat parce que la fille, tant qu'elle est étudiante ou tant qu'elle est chez ses parents, elle va vivre sous le legs de ses parents et son père va lui dire qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Ça, c'est sûr et certain. Oui. Si elle est mariée, pareil, son mari lui dit moi je t'ai dit de ne pas sortir ou un truc comme ça. Et c'est pour ça que les femmes n'osent pas, parce qu'on va encore les accuser d'être, c'est elles qui se sont attirées la foudre, quoi. Moi j'ai cette impression-là et je suis très déçue parce que tous les ans j'y vais et tous les ans ça recule. J'ai l'impression qu'elles reculent toutes. Il y a des lois, mais elles ne peuvent pas en profiter parce qu'elles ont peur de leurs parents, de leur mari, de leur voisinage. Elle va au commissariat, les flics ils vont la recevoir comme à l'époque ici, quoi. Oui. Et ils vont la recevoir. Qu'est-ce que tu faisais dans la rue? T'es sûr qu'il t'a dit ça? Et je suis sûre et certaine, hein, jamais. Mais c'est l'impression que j'ai et j'en suis persuadée que mon impression elle est bonne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ça justement, vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est la peur aussi de dénoncer. Il y a cette peur de dénoncer quand vous dites, le père il va lui dire, oui, mais tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Voilà. Oui, tu faisais quoi? Est-ce que c'est pas toi qui l'as regardé? Est-ce que c'est pas toi qui l'as... Voilà. Qui l'a pas provoqué? Qui l'a pas provoqué. Parce que chez nous, les hommes, excusez-moi, on est tous algériens, tout le monde, c'est tout, ils ont tous les droits. Tous les droits. Et voilà. Il y a oui. En ce qui concerne justement ce changement, j'ai beaucoup activé en Algérie dans le mouvement associatif, et surtout par rapport à ces problèmes de femmes. Une femme divorcée avec des enfants, sans prise en charge, le droit au mari de se marier plusieurs fois, etc. Le problème aussi de ne pas aller dénoncer ou porter plainte, etc. Moi, ce que je pense, c'est de continuer, parce que moi, quand j'étais là-bas, on faisait beaucoup de campagnes de sensibilisation. On informait les femmes de leurs droits et on leur disait de ne pas avoir peur. Il ne faut pas que la femme ait peur. Et puis après tout, les parents ils vont finir par... nous, on a fait ça avec plusieurs familles. La femme, elle était battue, violée, etc. L'homme, il la répudie sans aucun motif. Hein? Ça fait mal au cœur. Et arrivé, il la répudie, elle ne peut même pas demander ses droits, ni ceux de ses enfants. Donc là, nous, on avait fait des campagnes de sensibilisation pour les femmes, pour leur montrer leurs droits, etc. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une continuité de ça. Oui, des manifestations, et normalement, c'est un... Des campagnes de sensibilisation, aller taper à toutes les portes aussi, discuter avec les familles. Parce qu'attention, la femme, c'est toujours la proie facile pour tout le monde. On nous dit pour la police, pour la famille, pour tout le monde, dans la rue. Pour l'harcèlement, pour le viol, pour les accusations à tort, on jette tout sur la femme. C'est elle qui est mauvaise, c'est elle qui provoque. Alors que non, Dieu nous a créés sur le même pied d'égalité. Donc moi, je revendique ça, je le revendiquerai toujours. La femme, c'est à elle de faire le premier pas. Évidemment, il faut qu'elle soit guidée par des assistantes sociales, par des psychologues, par des juristes. Tout ça, c'est des trucs qui vont apporter beaucoup plus au pays. Moi, j'ai travaillé sur les amendements du Code de la famille en Algérie. On a travaillé beaucoup, et grâce à notre groupe de l'époque, que la femme, maintenant, a le droit de choisir son mari, ce n'est plus comme avant, parce qu'on lui a imposé le mari. Elle a le droit de demander le divorce, même si le mari ne veut pas divorcer, je ne peux plus vivre avec lui. Elle a le droit
de prendre son enfant avec elle, c'est plus comme avant, elle a le droit au logement, à la pension alimentaire pour elle et son enfant ou ses enfants. Ça, c'est des choses importantes. Donc, si vous allez en Algérie, il faut beaucoup plus prendre contact avec des associations. Oui. Ça, c'est très important parce que les associations, c'est des partenaires incontournables de tout. Des collectivités locales, des autorités, de tout. Il faut qu'elle puisse partir dans les associations. C'est Non, comme là. non, Elle on ne les bouge pousse, pas. mais Moi, il j'habite faut à leur Chiarette, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas Elles parce ont pas qu'il n'y a droit, pas elles de ont pas campagne de droit. sensibilisation. Il faut sensibiliser déjà les femmes. Il faut partir avec un psychologue, un juriste, une assistante sociale, avec les membres des associations, taper aux portes et parler avec ces femmes qui sont victimes. Moi, j'ai vu aussi des femmes victimes de violences terroristes. Oui. La SARP d'Alger, si vous connaissez, j'ai travaillé avec. Donc, mesdames, il ne faut pas juste parler comme ça entre nous. Ça, il faut le mettre sur les réseaux sociaux et aller dans les régions rurales. Parce que moi, j'ai fait les régions rurales, c'est pas la même vie que la citadine. Hein. C'est pas pareil. Moi, j'ai vécu tout ça là-bas. Je sais ce que c'est. Et j'étais fière du résultat que ça a donné par la suite. Maintenant, je vis là. Je ne peux pas être là-bas, mais j'aimerais qu'il y ait une certaine continuité de ce combat. Il ne suffit pas juste de dire que la femme doit faire ça. Il faut la guider, il faut l'encadrer. Parce qu'il y a des femmes, moi j'ai vu des femmes qui ne savent même pas écrire leur nom, les pauvres. Donc elles ne connaissent même pas ce que c'est qu'une contraception. Elles croyaient qu'elle était obligée d'obéir à l'homme. Non, Attends, je ne suis pas obligée d'obéir. Laisse-moi finir. Je ne suis pas obligée d'obéir. C'est vrai, il y a le respect entre l'homme et la femme, etc. Mais ce n'est pas sa chose, ce n'est pas son objet. Vous comprenez? Donc il faut aller dans ce sens-là, sensibiliser les femmes, mais il faut qu'elles soient encadrées et suivies. Parce que s'il n'y a pas de suivi, il n'y aura aucun résultat. Je suis très d'accord avec vous, Voilà. chère madame. Je suis de tout cœur avec vous. Vous savez, je suis à mes débuts, donc je commence par l'écriture. Et une fois, Mais c'est déjà un bon début. oui, je suis en France, je vis ici, mais quand je repars en Algérie, ça sera l'occasion de parler de ce livre et de dire ce qu'il y a dedans et de dire ce qu'il faut faire aussi. Je suis prise par des études, par mon travail et tout, donc je ne peux pas être en Algérie tout le temps. Mais quand je pars, c'est ça mon but, c'est ça mon programme, c'est commencer à rencontrer des femmes, en parler, dénoncer. Et je pense qu'aussi, moi j'ai pensé aussi à des manifestations, il faut que les femmes aussi, il faut qu'on sorte dans les rues pour dénoncer, pour dire non à l'oppression, pour dire non au harcèlement. Je crois que c'était en 2014 ou 2015, je n'ai pas vraiment la date exacte, où une femme a été écrasée par un homme parce qu'il la suivait tous les jours, elle a refusé de lui parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a écrasée par sa voiture, il lui a dit tu crèves comme une chienne. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler elle s'appelle Razika. Oui, ça a fait le buzz. Hein. Elle est de Tiaret, je crois. Par exemple, elle, c'est un exemple, et normalement, c'est là qu'il fallait se réveiller, se manifester dans les rues, dire non à ce qui se passe. Parce que si une femme ne veut pas d'un homme, il ne va pas la forcer à être avec elle. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Il l'a tué parce qu'elle a dit non, elle ne voulait pas de lui, tout simplement. Donc c'est là qu'il fallait aussi qu'on fasse quelque chose contre ce genre de crime, contre ce genre d'actes barbares. Parce qu'elle n'a rien fait de mal que de dire non, que de ne pas vouloir. Elle a le droit de dire non. Et lui, il n'a pas accepté ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Et ce n'est pas la première. Il n'y a pas très longtemps, il y a une vidéo d'une jeune fille qui circulait sur Internet où on essayait de l'humilier en essayant de lui arracher ses habits. C'est qu'il y avait des gens avec elle qui regardaient, qui n'ont rien dit, d'autres qui ont filmé comme ça, sans scrupule. Ça les amusait de voir cette fille se débattre pour se protéger et personne n'a réagi aussi. Donc il fallait que même les autorités, il fallait qu'elles fassent quelque chose. Mais personne n'a fait quoi que ce soit. Et il faut qu'on sorte du silence, justement, parce que ce silence, il nous tue, il nous handicape, il nous boucle, et il nous condamne aussi. Et de plus on est silencieux, de plus ça continue. J'ai l'impression qu'on devient complice parce qu'on ne dit rien, tout simplement. Alors, ne pas se taire, c'est vraiment aider. Donc, il faut qu'on fasse tous ensemble, comme vous avez dit, vous avez raison, pour les associations et tout, il faut qu'il y ait des organisations
des rencontres comme ça, des séminaires, des conférences, même dans les rues. Il faut qu'on fasse des porte-à-porte pour parler aux femmes. Mais espérons aussi que ces femmes acceptent de nous recevoir dans Pour le qu'elles cadre. acceptent, pour insister. Parce qu'elles Il auront faut les peur. sensibiliser, c'est ce qu'on a fait nous à l'époque. Oui. Moi, on a été dans des familles pour faire sortir justement les jeunes filles ou les femmes qui sont devenues mères et responsables des enfants sans aucune ressource. C'est comme ça qu'on a pu avoir l'accord des parents pour qu'elles puissent faire une petite formation et qu'elles puissent travailler de chez elles. C'est-à-dire des petites activités génératrices de revenus, avec le contact avec les ONG étrangères. Mais avant d'arriver à ça, il faut aller les voir plusieurs fois, retourner, voir les parents, voir la famille. Et dire que, moi je suis arrivée à dire à un monsieur qui était vieux, les cheveux blancs comme neige, à lui dire, pour sa fille qui n'a jamais été à l'école, mais elle est douée pour plusieurs choses. Tout ce qu'elle voit, elle le fait. Donc cette fille, il faut la récupérer, il faut l'aider pour qu'elle puisse s'en sortir. Comment dirais-je, c'est comme une auto-subvention ou une auto, voilà. J'ai dit au monsieur, il m'a dit là ses frères, elle a dit non. Moi monsieur, je ne parle pas de ses frères. Ah moi je suis là, mais vous n'êtes pas éternel monsieur. Non. Demain vous allez mourir. Qui va s'occuper de votre fille? Elle a ses frères. Ben, les frères, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants, ils ont tout. Elle va crever. Qu'est-ce qu'elle va faire la manche? C'est ça, si elle fait la manche, c'est le déshonneur de la famille. Mais si elle travaille pour elle, elle s'occupe d'elle, elle a son activité, elle a son revenu, bien au contraire. Elle a déjà sa place dans la société, elle est fière d'elle. Elle ne va pas tendre la main à qui que ce soit. Qu'est-ce qui, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais qu'est-ce qui fait que votre combat se soit arrêté? Parce que c'est ça qui m'interroge moi. Il y a une vraie mutation de la société. Vous vous êtes investi, vous dites d'avoir été dans des associations, et franchement, je salue parfaitement le travail que vous avez mené. Mais à l'heure actuelle, ça remonte il y a combien d'années, d'une part? Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait que cette société se soit quelque part peut-être un peu endormie, que les droits des femmes soient totalement annihilés, soient devenus inexistants, au point effectivement qu'on soit témoins tous, à la fois sur les réseaux sociaux et ailleurs, de drames absolument incroyables au regard des femmes. Qu'est-ce qui fait que le combat que vous avez entamé se soit arrêté? C'est arrêté parce que moi j'ai quitté le pays. Oui, vous, mais le combat en lui-même. Il y avait d'autres forcément. Je ne sais pas, peut-être par rapport à ce qui se passe en Algérie, la radicalisation. Ça se passe par là. Oui, non, je réponds à la dame, je ne vais pas. Il a posé voilà. madame, Je pense que c'est par rapport Ben oui, aussi il à a la posé une situation. question importante, s'il te plaît. Elle a posé une question très importante. Qu'est-ce qui fait que la femme, elle est écrasée, elle n'est pas respectée? Qu'est-ce qui fait? C'est dans le monde entier. L'éducation, un sentiment d'insécurité. Il y a l'harcèlement, il y a la radicalisation, il y a les trucs d'intégristes, etc. Parce que moi, je suis restée plusieurs années sans partir en Algérie face aux menaces que j'ai reçues là-bas, par rapport justement à mon combat, parce que je suis une femme qui dérange. Moi, je ne sais pas tenir ma langue. Donc je fais sortir les femmes, je les emmène dans la rue, on discute, on fait des projets ensemble. Il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées, comme je vous dis, à travailler pour elles-mêmes et qui sont fières, vous voyez. Mais avec maintenant l'influx des intégristes, moi je suis retournée à l'époque dans un village kabyle, on ne voit pas de femmes voilées. Ouais. Moi je suis déçue quand je suis partie au décès de ma mère. Je partais pour m'occuper de ma mère et tout, mais quand j'ai vu les gens, des jeunes filles que j'ai laissées toutes petites et que je n'ai même pas pu reconnaître par rapport à la pression faite par les intégristes, ben moi je dis que, c'est-à-dire l'Algérie, elle est en train de mourir à petit feu. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre le combat et puis voilà, essayer de faire du mieux que vous pouvez, vous les jeunes. Ce livre en est un exemple. Oui, mais il y a des femmes qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Il faut aller les voir chez elles, les faire sortir, organiser des petites activités. Par exemple, vous êtes de Béjaïa, j'ai travaillé 11 ans à Béjaïa. Je connais toute Béjaïa. Donc, moi, je les ai fait sortir de chez elles. Il y avait une région d'Amizour à l'époque, il y avait une rue
une rue où les hommes passaient à part, les femmes passaient à part. Les femmes, elles n'avaient pas le droit de passer devant un café à l'époque. On a changé ça. Oui, mais depuis tout à l'heure, on entendait ça. Il y a un paradoxe. Mais pourquoi on est arrivé à ce point-là? Je sais pas. Pourquoi en Algérie, même au Maroc, à degré moindre en Tunisie, pourquoi la femme n'est pas respectée, la femme n'est pas l'égale de l'homme? Pourquoi on veut se marier? Dans mon livret de famille ancien, c'est marqué première épouse, deuxième. On écoute, s'il vous plaît. Parce que c'est la religion. Première épouse, c'est la deuxième religion. épouse, troisième épouse, quatrième épouse. La loi algérienne, elle est faite de religion, à partir de la religion. Tout ça, c'est à cause, Mais c'est ce que à je cause dis, de c'est la la religion, pression de la religion, l'idéologie, voilà. Tout ça. Oui, et en plus, parce que quand on regarde par exemple le programme de l'école algérienne, dès l'école primaire, qu'est-ce qu'on voit la maman en train de faire? Elle est dans la cuisine à préparer à manger. Il est où le père? À l'extérieur. Donc voilà, on met déjà, dès le début, dès l'enfance, on met déjà dans nos têtes que la femme, elle va faire à manger, elle va éduquer ses enfants, laver son linge, s'occuper de son mari. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est au travail. Heureusement, il est avec les copains. Il est avec les copains, qu'est-ce qu'on trouve? Le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jouer aux billes à l'extérieur. Et la fille en train d'astiquer la... Oui, je sais, lui, en train de s'occuper des vaches. C'est pour ça que j'ai dit, à l'école, on devrait leur dire aux filles, vous avez des droits, vous êtes des personnes à part entière. À l'école, déjà. Et encore, on soumet des matières, par exemple, on met l'éducation islamique dès l'école primaire, on leur apprend déjà, on leur parle du voile, on leur parle de... Normalement, la religion, elle reste privée, on apprend à la maison. Mais dès l'école primaire, on entend déjà des enfants qui commencent à psalmodier les versets coraniques. Très jeunes, ils parlent déjà de l'enfer, c'est pour ça. Et après, quand ils grandissent, ils gardent toujours cette idée en tête que la femme, elle est toujours un être inférieur, et eux, ils sont des êtres supérieurs. Même pour aller à la mosquée, hein. Les garçons, ils mettent leur baya, ils vont à la mosquée, les filles, elles sont là en train de faire la vaisselle du déjeuner. Ouais. Ils n'ont même pas les mêmes droits pour la religion. Hein. Malheureusement, les femmes d'Israël sont même écrasées au sein même de leur famille, par leur père, leur frère. C'est ça qu'il faut changer déjà. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir déjà Au sein de leur famille déjà, elles sont soumises, elles sont écrasées par leur propre père, leur propre frère, qui sont déjà soumises et écrasées. C'est ce que j'ai dit. Donc dehors, c'est encore pire. Est-ce que vous savez que dans les anciens temps, avant les invasions successives de l'Afrique du Nord, que la société berbère était matriarcale? Tout à fait. Est-ce que vous savez que la femme, on a même des chefs de guerre, Télénan, Dihya. Kaina, Fadman Soumak, c'est des grands chefs. La société berbère, quand je dis berbère, c'est toute l'Afrique du Nord. C'était la société matriarcale. C'est la femme qui dirige même à la maison, c'est elle qui dispatche le travail pour les hommes et pour les femmes. C'est l'ancienne, c'est la plus vieille. Malheureusement, on a eu des invasions, et la dernière invasion, l'avant-dernière invasion, l'invasion arabe, islamique, qui a fait que la femme, elle n'a aucun droit. Rien. Avant, la femme, c'est l'égal de l'homme. Elle avait toute sa Le place. matriarcat, il existe encore chez les Touaregs. Chez les Touaregs, ouais, Chez j'allais les dire ça. Touaregs et certains villages reculés des montagnes de Kabylie. Hein. Oui, Ouais. oui. Tout à fait. Quand on va dans les hauteurs, vraiment c'est reculé, la femme, dans la société moderne aujourd'hui, dans les villes, Alger, Oran, Constantine, les petites villes, la femme elle est écrasée, voilà. Arbé, il a dit ceci, il a dit cela. Moi, je vais dans ma ville, il n'y a que des hommes. Là où il y a le marché et tout ça, je suis obligée de dire pardon. C'est ma faute. Attends, Jimmy, la femme, elle n'a pas le droit de venir choisir ses légumes. J'ai dit à mon frère, même ta femme dit, elle ne voudra pas. Je dis, comment ça, elle ne voudra pas? Elle te dispute à chaque fois que les légumes ne sont pas bons. Mais là, toi, tu portes, tu choisis. Pourquoi c'est... Elle est à la maison. C'est une réunion familiale. On en discute entre nous.
Alors, autre question pour mademoiselle Hafsa Djinadi. Ben, moi, je voulais la féliciter, c'est super ce que tu fais. Merci. Continue comme ça, c'est vraiment génial. Et bonne chance pour tes études, pour ton futur boulot, pour tout ça. Merci beaucoup. Je suis fière, je vois une petite beurette qui monte, je suis très fière. Ah, oui. Excusez-moi, j'ai une cabique. Oui, vous êtes qui monte. Slimane. Parce que les enfants, c'est des beurres, alors j'ai... Oui. Slimane. Est-ce que, par exemple, les femmes, c'est pas leur responsabilité, tout ça, c'est de leur faute. D'ailleurs, c'est elles qui leur ont enlevé ces enfants. Elles qui ont accepté la soumission, je suis d'accord. Qui sont devenus un peu catastrophiques, d'ailleurs. C'est-à-dire, il faudrait peut-être l'éducation qui va commencer par ces mères. Ces mères qui vont éduquer ces enfants. Conditionnée, la mère, elle a déjà reçu une... Justement, c'est vrai, on dit que certaines femmes sont les gardiennes des traditions parce qu'elles-mêmes, elles ont reçu l'éducation de leur mère, de leur grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. C'est comme ça, parce que c'est dans la société, c'est la société qui les condamne aussi à être, à se vouer à cette soumission et à donner la même chose à leur fille. Sa fille est née, voilà, d'ailleurs il y a dans des familles, quand c'est une fille qui naît, on ne fait rien, pour qu'une fête, et quand c'est le garçon, c'est la fête au village, tout le monde est heureux, le disque jockey, les moutons égorgés, tout ce que vous voulez. Oui. Moi j'ai fait le contraire. C'est vrai, moi j'ai vécu le contraire. Mon premier enfant. Il a égorgé un bœuf. Il a égorgé le même pour moi. Bah, ça, c'est sympa quand Avec même. des tambours, avec des youyous, avec... Alors, je continue. Mon premier enfant, c'est une fille. Je m'en rappelle, j'ai acheté un mouton à l'époque en 76 pour 600 dinars. C'était beaucoup, 600 dinars. C'était énorme, oui. J'ai invité tout le monde, toute la famille. À un cousin, je dis, tu viens manger un couscous au mouton. Il me dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, il fait, ah, non, c'est pas la peine. Ah, depuis ce jour, je n'ai pas aimé ce cousin. Parce qu'il ne voulait pas venir, c'est une fille. Mon fils m'a soumis ça quand il était né. J'ai tué 5 poulets, j'ai acheté 5 poulets. J'ai dit, dans ma famille, chez moi, je dis, je fais le contraire de ce que vous faites. C'est-à-dire, j'ai pas donné beaucoup d'importance à ma fille. Non, je voulais que un garçon ou fille, c'est pareil. Voilà. C'est ça, il faut commencer par soi-même, chez soi, dans sa famille, combattre, filles et garçons, femmes et tout ça, sur le même pied d'égalité. On ne peut pas en discuter comme ça entre nous dans la société, crier devant tout le monde, alors que chez soi, on continue à écraser la femme, on continue à faire la différence. Doit commencer Chez soi. Ouais, il faut d'abord balayer devant sa porte. Devant sa porte avant de passer à la Dans ma famille, de toute façon, on a été élevé par mon père, d'ailleurs qui n'a même pas fait d'études, mais qui a beaucoup vécu en France. Et filles et garçons, ils sont pareils. Les garçons, ils faisaient la vaisselle, ils nettoyaient, ils faisaient tout comme les filles. Pareil. Justement, parce que chez nous, il ne faut pas se mentir, c'est rare on voit le frère ou le père en train de faire la vaisselle, de passer un coup de serpillière, de nettoyer. Le ménage, il est réservé à qui? Aux femmes, pas aux hommes. Mais ici, c'est tout le contraire, parce que les hommes, ils apprennent à venir à vivre tout seuls, donc ils sont obligés de faire ça. Mais on a... Ah oui, je n'étais pas obligé, tout à l'heure je t'ai fait de la salade, c'est moi qui ai fait de la salade. Oui, parce que pas je n'étais pas là. Oui, c'est pas obligé. Non, mais t'as appris à le faire aussi. Bon, les questions. Alors, il y a encore 10 livres, des romans, La Miséreuse Insoumise, 10 euros le roman, pour faire plaisir à notre romancière Hafsa Djinadi. Et je vous informe aussi qu'il y a des places ici en vente pour le gala de demain au Aubervilliers, pour la télévision TQ5. S'il n'y a plus de questions, je vous demanderai le mot de la fin. Je vous remercie pour le débat, pour l'intervention, pour les échanges. Ça m'a fait un grand plaisir de rencontrer des personnes comme vous. Et j'aimerais bien qu'il y ait aussi d'autres rencontres. Je serai aussi à une conférence le 11 novembre à Ivry,
plutôt à Vitry, je vais le publier sur Facebook. J'espère qu'il y aura d'autres échanges très fructueux, d'avoir aussi des exemples comme vous, très chère madame, que je respecte beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé votre intervention et vos idées que je prends vraiment en considération, et j'espère qu'on va avancer. Voilà. De toute façon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me communiquer votre... D'accord. Vous m'envoyer un mail ou un SMS, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. D'accord, avec un grand plaisir. Merci à vous. Et merci Hafsa. Un petit mot sur le livre d'or. Merci. Aïcha, tu donnes le café. Ça va? Tu leur donnes le café. Alors, Il y a des associations. Et puis s'il y a ça, un besoin de moi, je vais Il faut transmettre le flambeau. C'est des filles, Moi, j'aimerais que ce soit la jeunesse qui mais il faut que cette jeunesse-là, elle soit aussi impliquée, quoi. Parce que c'est ça la problématique, elle est là. Il y a plus de société à l'heure c'est la seule qui est restée. Et la masse, c'est beaucoup je pense maintenant à l'heure actuelle, ah oui, tu acceptes le chèque à... Hein? Oui, bien sûr. Moi, j'ai enlevé, j'étais en maillot de bain, j'ai plongé. Il y a une femme avec le sein en boîte, son mari était en train de nager, elle est venue Vous voulez une dédicace aussi? Vous voulez une dédicace aussi? C'est à qui ça? C'est à qui ça? C'est à toi? Non? Il est en or? Il est pas en or. Attends, Aïcha. elles ont enlevé leur avec des maillots, mais avec un Bermuda dessus, un t-shirt. Elles ont enlevé les t-shirts, elles ont enlevé les Bermudas, elles sont venues comme ça. après, les après, sur les C'est à toi ça? Ah oui. Après, il y avait une dame. Thank you very much. Thank you. À toi aussi. Et depuis, il y avait un truc qui circulait sur Internet. Ah oui. Tu devrais faire un remerciement pour ceux qui t'ont suivi sur Facebook aussi. Ah, il y en a. Oh, vas-y, beaucoup. Oui, bien sûr. Je m'appelle Fatma. Ils ont ajouté du Photoshop par les petits. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça m'a fait plaisir de voir ça. C'est l'esclavage absurde. Si on se laisse faire, ça n'ira jamais. Fatma, c'est quoi votre nom de famille? C'est Fatma? Fatma Boulila. D'accord. C'est marqué là. Mais même ici, hein, C'est pareil, mais si on se laisse faire, si on se laisse faire, c'est que ça n'ira jamais. Ils vont toujours prendre le dessus. Moi, je suis contente. ici, ailleurs, C'est important en ce moment ce qui se passe.